Un sujet qu'on voulait aborder aussi avec vous, et vous avez été juge des enfants, donc vous êtes bien placé pour y répondre. Concernant donc les conflits de loyauté ou les ruptures familiales ou ce qu'on appelle l'aliénation parentale. Donc rappelez un petit peu comment se positionne le juge des enfants dans ces affaires. Le rôle du juge des enfants, c'est d'intervenir si la santé, la sécurité, la moralité d'un enfant sont en danger ou si ses conditions d'éducation ou de développement sont gravement compromises. Donc c'est dans ce cadre-là qu'il intervient. Mais ce qui est important à rappeler, c'est que le rôle du juge des enfants, il est subsidiaire à celui des parents. Les premiers protecteurs de l'enfant, ce sont les parents. C'est-à-dire que si l'un des parents est défaillant, mais que l'autre parvient à assurer la sécurité, la santé, la moralité, comme je l'évoquais tout de suite, de l'enfant, cet autre parent peut pallier les difficultés de l'autre. C'est-à-dire que quand il y a un conflit entre deux parents, même si la moindre difficulté, si par exemple un parent, parce qu'il a des difficultés liées à l'alcool par exemple, ou une addiction quelconque, addiction quelconque, effectivement, ne peut plus prendre en charge l'enfant et que l'enfant est laissé à lui-même, est livré à lui-même, et que l'autre parent est présent, même séparé, l'autre parent peut prendre en charge l'enfant. Il n'y a pas besoin d'intervention du juge des enfants. Là, c'est l'intervention du juge aux affaires familiales. Le juge aux affaires familiales, il statue sur la résidence de l'enfant quand les parents sont séparés, après le divorce, la pension alimentaire, tout ce qui relève de ces points-là. Le juge aux affaires familiales, il peut être saisi par les parents sans besoin d'avocat. Les parents peuvent, oui, rappelons-le. Hein. Oui, les parents peuvent le saisir tout seul par simple courrier. Comme les juges des enfants. Comme les juges des enfants. Donc ça, c'est le rôle du juge aux affaires familiales. Quand il y a un conflit. Et quand les parents, tous deux, ne parviennent pas à assurer la sécurité de l'enfant, c'est là que le rôle du juge des enfants est d'intervenir. Il peut être saisi, il y a différentes manières de le saisir, par la famille, par le procureur de la République qui a eu connaissance par le juge aux affaires familiales, ou par un signalement. Bon. Le rôle du juge des enfants, c'est pas d'intervenir dans le conflit, c'est d'éviter que ce conflit ait des répercussions sur l'enfant. Et parfois, c'est vrai que le juge des enfants peut être instrumentalisé dans un conflit contre l'un ou l'autre parent. Et c'est toute la difficulté, comme le juge aux affaires familiales d'ailleurs, de rester à distance de ce conflit-là. Le but du juge des enfants, c'est de faire cesser le danger qui existe. Et du coup, il y a une discussion avec les deux parents, et puis de voir quels sont les éléments, comment on pourrait faire cesser ce danger. Dans le cas d'un enfant qui est, on peut dire, monté contre l'autre parent, que ce soit consciemment ou pas. Disons aliéné, hein, qui peut être aliéné. Aliéné est un mot qui convient, c'est pas un mot... L'aliénation parentale, c'est pas une notion qui est reconnue dans les textes juridiques, elle n'existe pas dans le Code civil. Un enfant manipulé. Ça peut être un enfant manipulé, mais qui, consciemment ou non, hein, par l'autre parent. Oui, bien sûr. Et là, c'est toute la difficulté de prendre en charge ces difficultés-là pour les faire cesser. Il ne faut pas que le rôle du juge des enfants, ce n'est pas de prendre parti pour l'un ou l'autre des parents. Non, mais le juge des enfants, on est bien d'accord, doit intervenir quand l'enfant, on peut le considérer, est en danger. Le juge des enfants dans ce cadre-là, peut intervenir quand un enfant est en danger. Et alors du coup, le rôle du juge des enfants, c'est de voir s'il y a une notion de danger et si on peut intervenir ou pas. Hein. Sauf que vous ne désignerez pas le lieu de résidence, vous interviendrez pour la protection uniquement de l'enfant par des mesures diverses. Le juge des enfants peut, qu'on appelle placer, exécuter un placement d'un mineur, alors que ce soit... oui, ce ne serait pas dans la famille. Ça peut être chez l'autre parent, dans la famille. Mais si c'est dans la famille, il faut que la famille soit suffisamment à distance pour ne pas prendre parti pour l'un ou l'autre des parents. C'est toute la difficulté, parce que parfois il y a plein de gens de très bonne volonté qui veulent aider, mais qui sont du coup aussi, eux, noyés dans le conflit. Donc parfois, il peut être bon de placer l'enfant à distance, de confier l'enfant à quelqu'un d'extérieur à la famille pour que les choses puissent se régler plus facilement.
On peut aussi prendre des mesures, ce qu'on appelle en milieu ouvert, des médiations, des travails avec des psychologues, des éducateurs, pour que chacun évolue. En fait, il n'y a pas de cases, il n'y a pas de choses toutes faites, il n'y a pas tout blanc, tout noir. C'est toute une question d'appréciation de la réalité, de la situation. Les enfants, les parents, tout le monde est différent. Les interactions entre chaque individu sont différentes à un moment donné où elles évoluent. Et c'est ça qui est compliqué. On ne peut pas dire dans telle situation, il faut faire telle chose. Il faut rencontrer tout le monde, en discuter et faire évoluer les choses. Les gens ne sont pas forcément de mauvaise volonté. C'est pas parce qu'on va voir un juge des enfants qu'on est un mauvais parent. On peut quand même on peut à un moment donné avoir une mauvaise appréciation et être en difficulté pour élever un enfant. Et c'est comme ça qu'intervient le juge des enfants. Alors justement, d'après une intervenante en milieu médiatisé, pour l'aliénation parentale, enfin pour la rupture complète et définitive d'un enfant avec son parent, ils ne sont pas du tout équipés pour le faire, aussi bien pour le suivi que pour les conseils, et que dans ce cas-là, ils renvoient les dossiers vers le juge des enfants, ou le juge des affaires familiales. C'est effectivement un domaine particulièrement compliqué. Tout ce qui est humain est compliqué. Et là, il y a parfois des passions qui se déchaînent sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Et du coup, c'est le rôle de faire des expertises, de confier des mesures très particulières qui existent pour le juge des enfants, pour essayer de comprendre. Et puis, pour comprendre que chacun évolue un tout petit morceau d'évolution peut faire évoluer les choses positivement, et c'est là-dessus qu'il faut travailler. Donc revenons à la parole de l'enfant, et fatalement on va reparler d'Outreau. Donc quelle est votre position sur l'affaire d'Outreau, tant d'années après? Alors, vous, à titre personnel, de magistrat. À titre personnel de magistrat, c'est... Oubliez le syndicat. Outreau, c'est un cataclysme, parce que c'est un cataclysme effectivement pour les victimes, quelles qu'elles soient, que ce soit les enfants qui ont réellement été abusés et pour lesquels les coupables n'ont pas forcément été identifiés et condamnés, peut-être justement à cause des problèmes de l'enquête, pour les acquittés d'Outreau qui ont subi un enfermement alors que leur culpabilité n'a pas été établie au final. Et c'est aussi une remise en cause pour l'ensemble du monde judiciaire, parce que c'est un changement dans les pratiques, c'est une remise en cause de nos pratiques, et un travail de la commission d'enquête parlementaire qui a été complet, alors qu'on a forcément mal vécu à l'époque, parce que on était tous dans nos cabinets d'instruction, enfin moi j'étais juge d'instruction à l'époque, à se dire finalement j'ai peut-être un dossier d'Outreau potentiel dans mon cabinet, mais en même temps cette volonté d'essayer de trouver des solutions. Et la commission d'enquête parlementaire, par le vote de préconisation à l'unanimité et ensuite le vote d'une loi à l'unanimité, a porté un certain nombre de solutions après une réflexion d'ensemble. Donc elle a été utile. Elle a été utile, mais malheureusement elle n'a pas été suivie des faits, puisque la loi a été votée et que, faute de volonté politique, en tous les cas, l'exécutif n'a pas mis les moyens à disposition pour respecter la décision du législatif et permettre à l'autorité judiciaire de s'améliorer. Donc à l'heure actuelle, les instructions se déroulent toujours de la même manière que du temps d'Outreau, à savoir que la commission d'enquête parlementaire a dit il ne faut pas supprimer le juge d'instruction. Ça a été le fruit d'une longue réflexion. Au départ, c'était leur idée, c'était supprimer le juge d'instruction et confier toutes les enquêtes au parquet. Après mûre réflexion, ils ont dit non, il faut maintenir le juge d'instruction, mais le mettre en collégialité. Et la réforme s'est arrêtée au milieu du gué, puisque des juridictions ont perdu la compétence pour les dossiers criminels, donc avec des juges d'instruction qui sont maintenus sur des dossiers, les dossiers non complexes et les dossiers délictuels, avec un intérêt forcément pour la profession, et puis surtout, je dirais, des juges d'instruction qui sont maintenant amenés à faire plein d'autres choses et qui ne peuvent plus forcément sortir leur dossier, et puis des pôles de l'instruction qui étaient destinés à être les seuls subsistants en collégialité, avec 3 magistrats travaillant sur chaque dossier, et finalement qui continuent à travailler comme auparavant. Donc c'est l'impression d'un drame pour rien, qui n'a servi à rien, dont tout le monde a voulu tirer les conclusions et essayer d'améliorer les choses, sauf le gouvernement, puisque cette mise en place de la collégialité, elle est reportée d'année en année. Maintenant, elle est reportée jusqu'en 2014, et que voilà, on a l'impression que ça n'a servi à rien. Et ça a été très ciblé à l'époque sur un juge, le juge Burgot.
Alors c'est vrai que nous, c'est ce qu'on avait dénoncé à l'époque. Ça avait été pris comme étant du corporatisme et une volonté de faire échapper Fabrice Burgot à ses responsabilités. C'était pas ça. C'était une sorte de responsabilité collective en disant, lui, il était un des maillons de la chaîne, mais c'est l'ensemble de la chaîne qui a connu des défaillances. Il y a des défaillances qui ont été pointées dans les enquêtes de police, de la part des services sociaux également, de certains avocats de la défense, même si... ça n'est pas forcément très politiquement correct de le dire, mais un avocat qui laisse un de ses clients pendant 1 an en détention sans lui rendre visite et sans se préoccuper du dossier, c'est quelque chose qui relève aussi de la déontologie de l'avocat. Mais c'était aussi la responsabilité collective des magistrats. Fabrice Burgot était le juge d'instruction, certes, mais il y avait la chambre de l'instruction qui pouvait lui donner des instructions pour effectuer tel ou tel acte. Il y avait un juge des libertés et de la détention, ils ont été plusieurs d'ailleurs dans ce dossier. Il y avait le parquet, il y avait le parquet général, au niveau de la cour d'appel, l'ensemble de la chambre de l'instruction encore une fois. Et c'était au total donc 66 magistrats qui avaient eu à statuer sur ce dossier. Et donc nous, ce qu'on souhaitait, c'est qu'il y ait une sorte de responsabilité collective qui soit examinée et pas une personne livrée en pâture. Alors j'allais vous dire, tout le monde est responsable, mais finalement personne de coupable. On pourrait dire ça. Alors, ne le prenez pas comme une boutade, mais quelque part c'est vrai. Alors c'est le reproche qui a été fait par rapport à la décision, à la sanction qui a été prise à l'encontre de Fabrice Burgot et celle contre le procureur Le Signe. Bon, ce qu'il faut quand même rappeler très schématiquement, c'est que ce qui a été soumis au Conseil supérieur de la magistrature, c'est une toute petite durée du dossier, parce que la loi d'amnistie vaut aussi pour les faits disciplinaires, de nature disciplinaire, et donc il y a eu en grosso modo 3 mois de l'instruction qui ont été soumis au Conseil supérieur de la magistrature, 3 mois d'ailleurs au cours desquels il n'y avait pas eu énormément d'actes de fait, puisque c'était la phase de règlement du dossier. Donc à partir de là, et puis il faut aussi préciser que l'inspection des services judiciaires à l'époque avait considéré qu'il n'y avait pas de faute justifiant la saisine du CSM, et c'était la direction des services judiciaires, donc le ministère de la Justice, qui avait estimé opportun dans cette affaire de présenter 2 personnes devant le CSM, par mesure aussi symbolique, hein, parce que je pense que les Français attendaient qu'il y ait quelque chose qui se passe. Ce qui s'est passé par contre en parallèle, c'est, et je dirais c'est le seul aspect peut-être de la réforme d'Outreau qui soit abouti, c'est la réforme de l'école de la magistrature, puisque la scolarité a été modifiée de fond en comble, et puis surtout la réforme de la discipline des magistrats, avec maintenant la possibilité pour le justiciable de saisir directement le Conseil supérieur de la magistrature quand il a à se plaindre du comportement d'un magistrat, qu'il soit parquetier ou juge, et également la réforme de la composition du CSM, qui maintenant est composée majoritairement de non-magistrats, ce qui pose pour le coup un gros problème sur l'indépendance des magistrats et qui, à l'heure actuelle, interdirait à la France de rentrer dans l'Union européenne, puisque dans les standards d'une démocratie au sens européen du terme, les cours de justice doivent être composés majoritairement ou à parité de magistrats et de non-magistrats. Alors, parole de l'enfant sacré ou oublié, où en est-on aujourd'hui ? On est dans la recherche d'un bon équilibre. C'est-à-dire que jusqu'en dans les années 90, un enfant qui dénonçait des abus sexuels n'était grosso modo pas cru, et en tous les cas, ça n'était pas traité au pénal. C'était au mieux traité en assistance éducative, sous forme d'un enfant en danger, quand bien même il avait subi des abus sexuels ou des violences répétées. Ensuite, à partir des années 90, on est arrivé à une sacralisation de la parole de l'enfant, puisque l'enfant dit, forcément il a raison, parce que l'enfant est pur et il ne peut pas mentir. Et c'était pas juste dans les milieux des psychologues, des psychiatres ou des magistrats que cette idée a évolué, puisque le législateur à l'époque, il y avait des propositions de loi pour rendre imprescriptibles les infractions sexuelles commises sur les mineurs, pour rendre la parole de l'enfant obligatoire, c'est-à-dire que pour qu'on ne puisse plus remettre en cause la parole de l'enfant. Alors certains de ces textes étaient au stade des propositions, d'autres qui étaient en application visaient à n'entendre l'enfant qu'une seule fois, sous vidéo, pour qu'il n'ait plus à répéter les choses, ce qui empêche de se rendre compte aussi s'il se contredit ou pas. Alors après Outreau, forcément il y a eu une remise en cause des pratiques, comme je le disais, et donc plus de recherche, de vérification de la parole de l'enfant ou de la parole de l'adulte. Si quelqu'un vient dire quelque chose, vient dénoncer des faits, il faut vérifier le contexte, savoir si le contexte correspond à quelque chose qui a pu se passer ou pas, s'il y a des témoignages, s'il y a des éléments de preuve. On revient à une enquête plus classique, et je pense que c'est effectivement un équilibre sain.